Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme, près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la Grande Tache Rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la Grande Tache Rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la Grande Tache Rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la Grande Tache Rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la Grande Tache Rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète.
Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la grande tache rouge. S'agit-il d'un volcan massif? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent... Tu te trouves donc dans une pièce remplie de gaz explosifs. Une seule étincelle peut provoquer une explosion si puissante que toutes les portes et fenêtres seraient arrachées par une énorme colonne de feu. Et tu tiens une allumette. Il te faut une cible plus grande que cette pièce. Que dirais-tu de la plus grande pièce de gaz explosif de tout notre système solaire? Je te présente Jupiter. C'est la 5e planète en partant du Soleil et la plus grande de notre système. Elle est 11 fois plus grande que la Terre et presque 2 fois et demi plus lourde que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Si on mettait Jupiter sur la balance, il faudrait environ 317 Terres pour trouver l'équilibre. Mais surtout, il y a énormément de méthane dans son atmosphère. C'est le gaz que nous utilisons dans notre cuisine ou avec lequel nous faisons le plein de notre voiture. Et il brûle sans aucun problème. Plus important encore, il y a de l'hydrogène métallique. Dans son état normal, l'hydrogène est l'élément le plus léger de l'univers. Mais sur Jupiter, il est soumis à une énorme pression, plus de 400 millions d'atmosphères. En comparaison, sur Terre, tu ressens la pression d'une atmosphère.
Multiplie donc ce chiffre par 400 millions et cet hydrogène est tellement comprimé qu'il ressemble à du métal liquide. L'hydrogène métallique peut être un excellent carburant. Il dégage 20 fois plus d'énergie que la combustion d'hydrogène classique. Donc toi et ton allumette pouvez vous amuser comme des fous. Ok, c'est parti. Le premier problème est la distance. Jupiter est seulement à une planète de nous, mais notre chemin est aussi bloqué par une ceinture d'astéroïdes derrière Mars. Elle est pleine de débris de roches géantes. En moyenne, chaque astéroïde peut être aussi large que la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Il y a même des roches de la taille d'un État entier. Et le plus gros astéroïde de tous est Cérès. Il est presque aussi large que l'Alaska. Il est même considéré comme une planète naine. Ce dangereux voyage vers Jupiter prend environ 650 jours. C'est presque 2 ans d'ennui dans un vaisseau spatial. En comparaison, la plus longue période que les astronautes ont passée à bord d'un vaisseau spatial est de 84 jours. Mais nous te laisserons prendre ta collection de DVD préférés et quelques sacs de pop-corn. À la fin de la journée, tu pourras dormir un peu après une dure journée de travail. Avance rapide de 2 ans dans le futur et voilà, tu es arrivé à destination. Tu t'imagines déjà en train de craquer une allumette à la surface de Jupiter pour la faire exploser comme un ballon. Oh, fais attention quand tu t'en approches. En raison de son poids, Jupiter possède une forte force gravitationnelle, environ 3 fois plus forte que celle de la Terre. Plus tu t'approches de sa surface, plus tu te sens faible et tu peux à peine te tenir sur tes pieds. Le poids maximum que tu peux soulever ici est également 3 fois moins élevé, et même l'allumette que tu tiens dans ta main te semble déjà plus lourde. Tu essaies de sauter en l'air, tu dois faire plus d'efforts. En fait, tu ne peux même pas y parvenir, car Jupiter est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide. Théoriquement, plus tu plonges dans ces nuages, plus tu ressens de la pression. Petit à petit, les nuages et les gaz s'épaississent et forment une sorte de liquide. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Le méthane est un gaz léger et il est plus proche de la surface. Et enfin, c'est le moment de vérité. Tu prends une allumette, tu la frottes contre la boîte et... rien ne se passe. Bien, essayons encore une fois. 2e allumette, 3e, toujours rien. Ok, tu as un brûleur à gaz dans ton sac à dos, tu dévisses la valve au maximum et... rien ne se passe à nouveau. Eh bien, c'est parce qu'il faut 3 composants pour démarrer un processus de combustion. Le premier est le combustible. Heureusement, il y a assez de méthane et d'hydrogène métallique sur Jupiter pour faire exploser la planète entière en quelques secondes. Le deuxième composant est la source d'allumage. C'est la force initiale qui va lancer le processus de combustion. Il peut s'agir d'une étincelle, d'une décharge électrique ou d'une allumette, comme celle que tu tiens dans ta main. Et le dernier ingrédient est l'oxygène. Oui, le même oxygène que nous respirons. Il est tout aussi important pour le feu que le combustible lui-même. Pour faire l'expérience, allume une petite bougie. Couvre-la avec un verre. Tu vois comment le feu continue de brûler pendant quelques secondes, puis s'éteint ? Le combustible est toujours là, mais le feu a consommé tout l'oxygène contenu dans le verre et le processus de combustion est terminé. La même chose se produit sur Jupiter. Il ne peut pas y avoir de feu, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et tu n'as pas besoin de voler jusque là-bas pour t'en rendre compte. Depuis la Terre, on peut voir des centaines de milliers de petits météorites tomber sur Jupiter. C'est la faute de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve à côté. Quand il frappe son atmosphère, il commence à brûler, et ça ne fait pas exploser la planète entière sur le champ. Mais ne t'inquiète pas, il y a encore un moyen d'enflammer cette planète gazeuse géante. Tout ce que tu dois faire, c'est déclencher une réaction thermonucléaire en chaîne sur la planète. Il y aura alors une explosion si puissante qu'elle sera visible depuis la Terre, et ce sera comme la naissance d'une nouvelle étoile. Pour cela, il faut faire exploser un réacteur nucléaire comme ceux qui nous fournissent de l'électricité ici sur Terre. En fait, nous devrions envoyer tout ce que nous avons sur Jupiter, mais même comme ça ne sera pas suffisant. Lorsque les gros astéroïdes frappent la planète, ils provoquent une explosion beaucoup plus importante. En 2009, une météorite de la taille de 5 terrains de football a frappé Jupiter. Elle a provoqué une explosion qui équivaut à 5 milliards de tonnes de TNT. Cet incident a laissé une tache noire de la taille de l'océan Pacifique. Et une explosion encore plus grande est arrivée en 1994. Après cette collision, il y a eu une tache géante sur Jupiter, presque de la taille de notre planète. Mais les vents et les tempêtes ont rapidement balayé les traces de l'explosion. Après quelques semaines, Jupiter était redevenu normal. Le problème est que nos tentatives pour faire exploser la géante gazeuse ont eu lieu à la surface de la planète.
Or, nous devons placer une charge de la taille de la Lune dans les profondeurs. Une énorme explosion provoquera une réaction thermonucléaire et fera exploser l'hydrogène métallique. Le processus d'explosion est enclenché et en quelques secondes, Jupiter explose comme un ballon géant. Mais ce spectacle sera le dernier que l'humanité verra. L'explosion va perturber les orbites normales de la Terre et des autres planètes. La trajectoire de la Terre autour du Soleil pourrait changer, et nous pourrions voir l'aube non pas à l'est, mais de n'importe quel autre côté du monde. Quand le puissant vent de l'explosion atteindra la Terre, il commencera à balayer notre atmosphère. Bientôt, notre planète perdra sa couche d'ozone. Elle est le bouclier qui nous protège des radiations solaires. Dans cette situation, nous devrons nous cacher sous terre pour le restant de nos jours. Mais même cela ne pourra pas nous protéger. Avant peu, la Terre sera bombardée de milliers de météorites. Jupiter était si lourd qu'il maintenait la ceinture d'astéroïdes en place. Sans lui, ces derniers commenceront à voler vers nous. La Terre ressentirait une pluie constante de météorites. Mais il n'y aurait plus personne sur Terre pour l'observer. L'explosion de Jupiter peut être comparée à une supernova. En fait, Jupiter est pratiquement une étoile. Si elle était juste un peu plus grosse et plus lourde, elle commencerait à rétrécir. La forte pression exercée sur le noyau de la planète déclencherait des réactions thermonucléaires. Finalement, Jupiter se transformerait en naine brune, et elle serait 50 fois plus lourde qu'elle ne l'est maintenant. Mais comme elle n'a pas assez de poids pour faire cela, Jupiter est parfois appelée une étoile ratée. Peut-être devrions-nous visiter d'autres planètes gazeuses de notre système solaire et essayer de craquer notre allumette là-bas. Saturne. L'atmosphère de Saturne est similaire à celle de Jupiter, mais ici non plus, il n'y a pas d'oxygène pour la combustion. Donc tout ce que tu as à faire est d'admirer les magnifiques anneaux de la planète et de passer à autre chose. Eh bien, Uranus et Neptune sont beaucoup plus petits, et elles n'ont pas d'hydrogène métallique, donc leur explosion ne serait pas aussi forte. Mais tu ne pourrais toujours pas les enflammer avec une allumette, car il n'y a pas d'atmosphère pleine d'oxygène. Mais il y a une planète où tu pourrais allumer un feu avec ton allumette. C'est GJ 1132b et elle est à 39 années-lumière. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait contenir de l'oxygène, bien que ce ne soit pas une géante gazeuse avec des gaz combustibles dans son atmosphère. Mais tu peux toujours t'asseoir sur son sol rocheux et faire un feu pour admirer un singulier coucher de soleil. Les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles planètes qu'ils appellent des super-terres. Il s'agit d'une classe de planètes à la fois plus massive que la Terre, mais aussi bien plus légère que les géantes de glace, comme Uranus et Neptune. Les super-terres peuvent être faites de roches, de gaz ou d'une combinaison de ces deux éléments. Elles sont souvent 2 fois et même jusqu'à 10 fois plus grosses que la Terre. Elles sont intéressantes à étudier, mais un peu trop éloignées de nous. Elles sont assez courantes en dehors de notre système solaire, de la même façon que d'autres planètes remarquables, comme les mini-Neptunes. Celles-ci peuvent être des naines gazeuses, des géantes de glace ou bien d'énormes corps rocheux. Il est vrai que nous n'avons rien de tout cela dans notre système planétaire. Mais il y a une chose que nous avons que les autres n'ont pas, Jupiter. C'est l'objet le plus grand et le plus lourd en orbite autour de notre Soleil. Cette reine des planètes possède une force puissante qui domine notre système solaire. Jupiter est connu pour manger des planètes. Une protoplanète l'a percutée il y a environ 4,5 milliards d'années, quand Jupiter était encore une jeune planète à ses débuts. Cette protoplanète était 10 fois plus massive que la Terre et était composée de glace et de roches. La collision a été colossale. Le noyau de Jupiter s'est brisé, puis l'hélium et l'hydrogène se sont mélangés à des matériaux plus compacts. Avec le temps, les matériaux lourds se sont redéposés dans le noyau dense pour donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Et si elle a déjà avalé une planète, elle pourrait tout à fait recommencer. On soupçonne que notre système solaire contenait autrefois beaucoup plus de grandes planètes qu'il n'en a aujourd'hui. Par exemple, l'espace est plutôt vide autour de Mercure de nos jours. De telles zones avoisinant les étoiles centrales sont nombreuses et pleines de planètes de masse intermédiaire, dont la taille varie entre celle de la Terre et de Neptune. Notre système solaire était un endroit chaotique à ses origines. De jeunes étoiles étaient entourées de disques tourbillonnants de poussière et de gaz, et les planètes se formaient à partir de ces débris, un peu comme les arbres lorsqu'ils émergent du sol. Les petites planètes rocheuses se formaient dans la chaleur et la lumière intense près des étoiles, tandis que les géantes gazeuses se formaient plus loin, là où les températures étaient plus basses, leur permettant de conserver plus de matériaux gazeux. Et même si les planètes de notre système solaire semblent assez stables et paisibles aujourd'hui, si l'on se réfère à leur orbite, elles n'étaient pas aussi calmes auparavant.
Certaines planètes n'orbitaient pas en mouvement circulaire, elles avaient des trajectoires oblongues, plus excentriques. Elles se rapprochaient d'abord de leur étoile, puis s'en éloignaient. C'était comme si elles avaient été déséquilibrées par la gravité d'autres planètes sur leur chemin. Il existe une théorie appelée Grand Arc qui tente d'expliquer ce qui a pu se passer pendant les premiers millions d'années de formation de notre système solaire. À un moment donné, Jupiter, l'une des protagonistes clés, a peut-être été attirée plus près par notre étoile centrale. Après cela, elle est repartie en emportant avec elle un énorme nuage de débris. Cela a pu ressembler à un voilier virant de bord autour d'une bouée, perturbant d'une certaine façon les planètes en train de se former aux alentours. Après la formation complète de Saturne, nos proches voisins du système solaire se sont quelque peu éparpillés. Mais si l'hypothèse du Grand Arc est avérée, Jupiter s'est mis à capturer tout ce qui se trouvait sur son chemin, et ces migrations ont provoqué davantage de collisions dans les parages. Cela expliquerait pourquoi certains astres se sont pulvérisés et dévorés mutuellement. Jupiter a peut-être fourni une partie de l'eau qui compose aujourd'hui nos océans. Elle est aussi escortée de nombreux astéroïdes qu'elle expédie parfois dans l'espace interstellaire ou parmi les planètes de notre système solaire. Elle a même possiblement contribué à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, lorsque l'énorme roche spatiale a frappé la Terre, laissant derrière elle un cratère au large de la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a également provoqué des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis avec d'énormes conséquences pour la vie de la faune et de la flore terrestre. Personne ne connaît sa provenance, on ne sait même pas s'il s'agissait d'un astéroïde ou bien d'une comète. Une théorie indique que ce pourrait être une comète provenant du nuage d'Oort, composé de débris glacés et située quelque part à la périphérie de notre système solaire. Elle aurait pu être déviée de sa trajectoire par Jupiter et sa puissante force gravitationnelle. Ainsi, notre système solaire ressemblait à une sorte de flipper où Jupiter, la plus grosse planète, précipite les comètes en approche sur des orbites passant aux abords du Soleil. Une fois à proximité, elles peuvent subir de puissantes forces de marée qui les brisent en morceaux jusqu'à finir en éclats de comètes. Cet événement a marqué le début du règne de nos ancêtres, les mammifères. Cela signifie que sans Jupiter, nous ne serions peut-être pas là, et la Terre non plus. Il semblerait donc que la plus grosse planète du système solaire soit arrivée en force, détruisant des planètes plus anciennes et ouvrant la voie à des mondes plus petits comme le nôtre. Jupiter a pu être la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trouver la planète 9 à l'heure actuelle. Les scientifiques estiment qu'elle existe et qu'elle pourrait se cacher quelque part au-delà de Neptune, mais pas plus loin que Pluton. Il y a 3 zones dans notre système solaire: les planètes intérieures, les planètes extérieures et tout ce qui se trouve au-delà. La mystérieuse planète pourrait avoir la taille de la Terre ou de Mars. Elle aurait tournoyé parmi les géantes gazeuses avant d'être finalement balayée vers la limite externe de notre système solaire, voire même quelque part dans l'espace profond. Jupiter est zébré en raison des différences de température, de gaz atmosphérique et de composition chimique. Les scientifiques pensaient auparavant que la source de ces différences de couleurs était le redoutable vent atmosphérique et les matières circulant entre les couches de l'atmosphère. On sait maintenant que les bandes de couleur claire, appelées aussi zones, indiquent l'endroit où le gaz s'élève. A l'inverse, les bandes de couleur sombre, que l'on appelle ceintures, révèlent où le gaz s'enfonce. Les lunes de Jupiter pourraient aussi causer ces rayures car elles tirent sur ces cellules de convection atmosphérique. Au centre de Jupiter se trouve un noyau dense et liquide composé d'hélium et d'hydrogène métallique mêlés à d'autres éléments plus lourds et dissous. En s'éloignant de son centre, la température et la pression à l'intérieur de la planète diminuent. Ainsi, l'intérieur liquide laisse place aux gaz de l'atmosphère, à nouveau principalement de l'hélium et de l'hydrogène. Personne ne sait à quelle profondeur se trouve cette frontière liquide-gazeuse, mais la planète est probablement entièrement liquide à quelques milliers de kilomètres sous ses sommets de nuages. Jupiter serait encore plus grande que d'autres géantes comme Saturne si l'on pouvait lui retirer ses gaz. On qualifie parfois Jupiter d'étoile ratée, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Elle est principalement composée d'hydrogène comme les étoiles, mais elle n'est pas encore assez massive pour déclencher des réactions thermonucléaires dans son noyau, ce qui à terme achèverait de la transformer en véritable étoile. En théorie, tout objet peut devenir une étoile si on y ajoute assez de matière. Avec une masse suffisante, la température et la pression interne augmenteront jusqu'à déclencher des réactions thermonucléaires. Pour transformer Jupiter en une étoile comme le Soleil, il faudrait la rendre 1000 fois plus massive. Mais pour former une naine rouge qui est plus froide, il nous faudrait augmenter sa masse de 80 fois seulement. Ainsi, Jupiter ne deviendra pas spontanément une nouvelle étoile de notre système solaire,
Mais si de nombreux objets spatiaux de masse similaire entrent en collision avec elle, ou en d'autres termes, si Jupiter les mange, on ne sait jamais. Mais en théorie, si elle pouvait devenir une étoile massive, elle aurait empêché d'autres planètes de se former sur des orbites stables. Elle aurait aussi augmenté la quantité de radiation qu'elles reçoivent, rendant alors très difficile le développement de la vie dans notre système solaire. Jupiter est la planète qui tourne le plus vite dans notre système solaire. Il ne lui faut que 10 heures pour faire une rotation complète sur son axe, malgré sa taille immense, plus de 300 fois celle de la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Mais si elle venait à prendre encore plus de masse, elle rétrécirait. De la masse supplémentaire rendrait Jupiter plus dense, ce qui signifie qu'elle commencerait à s'effondrer sur elle-même. Ainsi, elle pourrait gagner jusqu'à 4 fois sa masse en gardant toujours la même taille.